Et maintenant, j'appelle Samir Ghesmi. Accompagné par David Dupac, grâce à qui nous faisons aussi cette avant-première, le distributeur. Bonjour. Il marche, ouais, ça fonctionne. Je suis ravi d'être là en fait. Parce que c'est ma ville. C'est un peu chez toi, ouais. Enfin, ma ville, la mienne. J'y habite en tous les cas. Et c'est vrai que c'est ma première projection publique. Et c'est là et c'est super. Et je ne vais pas trop parler parce que j'imagine que tout le monde est un peu comme moi ou pas. Pas trop savoir ce qu'on va voir avant. Pas trop effleurer le sujet. Ni effleurer, ni déflorer. Non, moi je dis quand même un truc, c'est que quand on a vu que le film de Samir allait sortir, déjà on se disait qu'on avait 203% de chance de le prendre. Quand on a vu qu'il avait le label Sélection Cannes 2020, on s'est dit bon, ça peut pas être raté parce que Samir est un formidable acteur, mais il n'est pas encore reconnu comme réalisateur, et pour cause c'est son premier film, donc ça doit être vachement bien. Et quand on a vu le film à La Rochelle, on a foncé en disant évidemment qu'on fait ça, et si possible même en ouverture du festival, parce que c'est un film important et qu'on veut le défendre et le montrer. Donc par ailleurs, je dis ça y compris pour faire pression sur le distributeur, on fera sans doute une deuxième rencontre au moment de la sortie, un peu avant, tout ça. Merci Samir, merci David, et à tout à l'heure pour la rencontre. Samir Ghesmi. Ça a plu. Mais oui, mais... Salaud. Bon, on va commencer... donc au début, je pose quelques questions, puis après on passe la parole à la salle. Et donc avec les règles Covid, il faudra parler très très fort. Et puis si vraiment on n'entend pas votre question, je la répercuterai. Il faut que tu t'avances de 2 mètres, parce que là on est un peu dans l'ombre. Voilà. Samir Ghesmi. Non, je plaisante, arrête. Oui. Non, on va partir de la fin du film, parce qu'à la fin, il y a une dédicace écrite à la main. Oh. Ah bah oui, ici, quand même. Je finis là-dessus, je suis désolé, mais il y a une dédicace à Ahmed Ghesmi, et donc forcément, on se dit que peut-être ça a à voir avec le sujet du film. C'est mon papa. Ouais. Et du coup, bon, on peut dédier tout et n'importe quoi à son père, mais quand par ailleurs on fait un film sur le rapport père-fils, on se dit que peut-être ça a à voir avec le contenu même du scénario et tout ça, et donc forcément on pose la question. Tu vas la voir 340 fois quand on t'a tourné cette question-là. Je sais que c'est ton premier débat, mais faut pas être... En fait, non, je sais pas bien. En fait, oui et non, et en même temps je la comprends, et en même temps c'est parce que c'est compliqué de parler de ça, et c'est parce que c'est tellement compliqué de parler de ça qu'on fait un film. Et le film est la meilleure réponse. C'est pas pour me défausser, et en même temps je me défausse un peu. Ouais. Et je vois pas ce que je peux dire d'autre que ouais, c'est pour lui, et il nous a quittés il y a pas très longtemps, donc il a pas vu le film. Mais je veux pas faire pleurer. Mais voilà, c'est pour lui, quoi. Et le film est pour plein de gens qui sont plus là aussi. Et ils sont aussi pour ceux qui sont là. Parce que... Voilà, en fait. Alors, je te la pose autrement. Parce que tu es quand même très demandé comme acteur, par ailleurs, donc tu pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc on peut imaginer que par ailleurs tu puisses te dire bon, être acteur c'est en soi un métier, il n'y a pas besoin non plus nécessairement de devenir réalisateur. Je dis ça alors que Laurent Lafitte vient demain et qu'il est devenu à son tour réalisateur. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que l'auteur de la pièce, Sébastien Terrier, lui aussi acteur, et explique qu'il a commencé à écrire parce qu'il n'était pas assez sollicité comme acteur.
et que du coup, il s'est découvert une vocation à l'écriture théâtrale qui maintenant devient une écriture scénaristique détournée. Ouais, je reviens. Tu l'as écrit quand, ce film? À quel moment? Et j'allais dire dans quel contexte? Pour te dire, oui, j'ai aussi envie de faire des films. Tu n'avais pas fait de cours avant? En fait, si, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle C'est dimanche, qui traitait aussi d'un rapport un peu complexe et d'un père et d'un fils qui ont du mal à communiquer. Voilà, ça m'obsédait. Ces deux personnages à la fois si proches que sont un père et un fils, à la fois si éloignés et si étrangers l'un de l'autre, sous le même toit. Donc j'avais déjà traité Ibrahim et son père dans ce court-métrage qui s'appelle C'est dimanche. Et je pensais en avoir fini avec ça, parce que je voulais continuer à écrire et je voulais faire un long métrage. Je voulais raconter une histoire plus longue. Et c'est revenu encore comme un caillou dans une chaussure qui gêne un peu. Et je me disais, mais j'en ai pas fini encore avec ces deux-là. Et là, j'espère en avoir fini parce que j'aimerais traiter, enfin, si j'ai la possibilité, l'opportunité de faire un autre film, et j'aimerais pouvoir traiter autre chose que le père et le fils. Donc, il y a un petit moment que j'ai traité ça. Ouais. Est-ce que c'est dimanche, ça date de quand? C'est dimanche, je crois que c'est 2008. D'accord. Ouais, donc je ne suis pas un rapide. On disait à table, pour moi, la vertu principale du film, c'est une espèce d'extrême sécheresse dans l'écriture scénaristique. Il y a une espèce de côté droit au but, pour prendre la métaphore footballistique très présente au début du film. Et en même temps, dans cette sécheresse, il y a quand même des surprises constantes, notamment parce que le football, par exemple, dont on se dit au début, tiens, ça va être un des sujets du film, ce rêve de devenir footballeur, finit par être complètement intégré, contourné, déplacé. De même que le rapport frontal au père finit par être quand même aussi dévié et éclipsé par la rencontre, même si évidemment les deux finissent par s'enchasser. Enfin. Donc, comment tu as écrit, toi, et comment tu arrives à cette espèce de sécheresse stylistique qui vaut non seulement dans l'écriture, mais qui vaut aussi dans les choix de mise en scène, qui sont comme ça très sur d'eux, j'allais dire. Alors c'est Céline Bozon, qui est la chef opératrice, donc pour le coup, c'est une des grandes chefs opératrices françaises d'aujourd'hui, mais il y a quelque chose comme ça de très affirmé dans les choix que tu fais, qui est assez étonnant pour un premier métrage. Merci. En fait, le scénario tenait... c'était la gageure, quoi. C'était avoir une intrigue extrêmement ténue, qui était le remboursement de la télé, donc de la connerie du gamin. Pour payer sa dette. Pour se payer sa dette à son père. Et je pensais que... En fait, j'ai cru longtemps et j'espérais longtemps que cette intrigue extrêmement ténue puisse tenir sur 1h20, 1h30. Tu sais pourquoi? Tu rêvais de ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se dire, tiens, je vais développer un film sur un scénario aussi ténu que celui-là? Parce que c'est aussi mon rapport au scénario, où j'ai un rapport un peu, comment dire... je me sens pas scénariste avec la capacité à écrire, et je dis ça sans fausse modestie, à plein de rebonds et de foisonnement de micro-intrigues qui nous amèneraient, voilà. Je ne savais pas faire ça, et puis souvent, ces films-là, moi, me perdent comme spectateur. Au bout d'un moment, je reconnais la qualité du film, et voilà. Et puis surtout, c'est mon envie, en fait, de faire ça, raconter comme un conte, avec un début, un milieu, une fin, tout simple. Voilà, après, c'est juste un truc de désir et d'envie, quoi. Je ne saurais pas l'expliquer mieux que ça. Alors moi, j'ai évoqué le travail sur la photo, qui est lui aussi très frappant, je trouve, y compris dans des choix de simplicité extrême, et du coup de proximité avec les acteurs, de désir d'être au plus près d'eux, de rapport à la dynamique, quand tout à coup il se met à courir dans la rue. Et puis il y a des choix très forts aussi dans le choix des couleurs, par exemple. Je vais juste dire un ou deux trucs, mais par exemple, il y a ce plan assez étonnant quand il va dormir dans les fourrés, là, où il se réveille et où il y a un jeu d'enchaînement, une sorte de fondu enchaîné d'ailleurs, entre la guirlande avec des couleurs très vives comme ça, et puis
on va enchaîner avec les lumières des voitures et les lumières de la ville. Et en fait, ce plan-là, du coup, qui fonctionne par des taches de couleurs, est une espèce de mode d'emploi de ce qu'on voit dans d'autres séquences du film, où tout à coup, on a vraiment des couleurs monochromes, très, très fortes, du bleu, par exemple, ou du rouge, en éclairage sur les visages, enfin... Et donc, je me demandais comment tu avais travaillé ça avec la chef opératrice et avec d'autres collaborateurs. Est-ce qu'il y a un choix d'évolution chromatique à l'intérieur du film et quelles étaient tes consignes pour que le film soit aussi tenu sur un plan oui, chromatique? Je dirais que ça a été beaucoup à l'intuition, beaucoup à l'instinct, et surtout, en fait, ce qui m'a... Là où je me suis senti le plus en maîtrise, si je peux dire, c'était mon rapport aux acteurs. Et mon rapport aux gamins, mon rapport à tous les autres acteurs du film. Là j'avais aucun doute de ma manière de m'exprimer avec eux, de ce que je pouvais leur demander, ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils comprenaient. Enfin voilà, à cet endroit-là, c'était extrêmement fluide. Et j'étais fort de ça en fait, parce que j'étais tout le temps en empathie, je me mettais tout le temps à leur place, et je sais ce que c'est que d'être sur un plateau et que ce soit compliqué pour l'acteur, parce que c'est souvent compliqué pour l'acteur, même si on ne s'en rend pas compte, mais et voilà. Et ça, j'avais envie de me décharger de ça avec eux. Donc ça, en fait, tu te rends compte que c'est 80% du travail, parce que le reste, c'est la ville telle que je l'ai vue, telle qu'elle m'apparaissait quand j'arrivais sur le plateau. Le rouge de la cité, c'est le rouge de la cité. Et tu choisis quand même une cité en brique au départ. Oui, parce que après c'est un désir, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est ce qui me taraude, c'est ce qui me hante et auquel c'est le scénario que j'avais dans la tête depuis longtemps, mais voilà, le travail s'est déjà fait tout seul. Après j'arrive et avec Céline, je lui dis j'ai envie d'aller là, j'ai envie de filmer ça, les guirlandes parce qu'elles sont là, les phares des bagnoles parce qu'elles sont là, l'avenue de l'Opéra parce qu'elle est là, l'avenue. Et après, c'est juste à essayer d'observer Franchement, c'est juste de l'intuition, du désir fort et de la communication qui rebondit avec Céline, qui fait que, voilà, qui fait que tu as vu ce que tu as vu. Mais il n'y a rien en tous les cas, de conscient dans un désir esthétique, comment dire... conscientisé. Tu vois, il y a juste un désir de tourner là à ce moment-là, avec la gueule qu'il a. Et voilà, après ça se passe comme ça se passe. Bon, du coup, il faut que tu nous racontes un tout petit peu comment tu as rencontré le héros du film, parce que pour le coup, il est quand même très 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 étonnant, et évidemment, on ne l'avait jamais vu sur un écran. Non, c'est... Adel Rani, qui en fait, il joue au foot tous les dimanches. En fait, j'avais du mal à trouver mon personnage. Et il fallait aussi, pour des questions pratiques, trouver un gamin de plus de 14 ans, de plus de 16 ans même. Parce que quand tu as 14 ans et que tu fais du cinéma, tu ne peux que tourner que 4 heures par jour, dans une économie comme la mienne. Et c'est vachement contraignant, c'est trop contraignant. Donc il faut que tu trouve un gamin qui a 16 ans, qui en paraisse un peu moins, et pour que tu puisses tourner 8 heures avec lui tous les jours. Donc, je suis allé à la porte de Montreuil à un moment, un dimanche après-midi, voir les footeux qui font leur match du dimanche, et je l'ai vu. Je suis allé lui parler, et j'ai vu que c'était lui, je ne sais pas comment. J'ai eu envie de le revoir, et j'ai vu une bande de 3-4 gars, donc il fallait que je m'intéresse aux 3 autres, parce que pas que lui non plus. Il fallait que je sois un peu stratégique, et c'était le plus qui était celui qui était un peu derrière à se planquer, et là je me suis dit, putain, j'ai envie de le revoir. Et il avait une intelligence du texte, c'est-à-dire que j'ai pas eu à travailler avec lui en fait. Enfin, lui expliquer ce qu'il allait faire, etc. Mais la justesse, voilà, ça c'est tout est lui. En fait, j'ai eu que des cadeaux sur ce film, parce que lui, je fais que le filmer. Par moment, j'allais le chercher un peu, je le provoquais, mais franchement, il a fait 90% du travail, c'était sa présence, son intelligence, et je crois qu'il y a un acteur qui est là. Enfin, j'espère, j'en sais rien, s'il veut en tous les cas, mais en tous les cas,
c'est marrant parce que souvent, c'est très compliqué à faire les choses, à écrire un scénario, à monter un projet, et à un moment, quand tous les feux sont verts, franchement, on n'a aucun mérite, parce qu'on prend le train en marche. Et rencontrer Abdel, c'était de prendre le train en marche. Il était là, je suis allé un dimanche, on galérait à trouver l'acteur, enfin je pinaillais un peu, je n'arrivais pas, et un jour je me suis dit, je vais aller faire un tour, moi, aller voir ces gamins, même si j'observais quand même, je faisais pas le travail du casting, mais quand même un peu de mon côté en prépa. Je me disais que peut-être j'allais le trouver. Et voilà, et je vais le dimanche à la porte de Bagnolet et je le vois, quoi. Et je me dis, bon, bah, il suffit de prendre, en fait. Sachant que tu as comme directrice de casting Christelle Barras de Montreuil, par ailleurs. Ouais, exactement. D'ailleurs, on peut peut-être dire un mot du fait qu'il y a un certain nombre de gens dans le film qui viennent de l'univers de Solveig Onspa, puisqu'on a une salle Solveig Onspa comme Agnès, même si elle n'est toujours pas identifiée. Qui est-ce que tu as fait venir de son univers à elle, et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font dans le film, et comment tu as composé, toi, le casting des acteurs D'abord, je trouve que c'est des super acteurs. Il y a Florence Loirecaille qu'on retrouve dans le grand magasin, qui fait des inspectrices. Il y a Philippe Rebaud, que je trouve incroyable, qui fait Jean. Au courant qu'il ne verra jamais ton film, tu le sais, ça. Il ne viendra pas. Il ne voit jamais les films qu'il fait. Jamais. C'est ce que j'ai cru deviner. Ouais. Ce qui fait qu'après, mais par contre, il veut bien venir en débat, donc ça c'est pour la prochaine avant-première, mais à condition de ne pas voir les films. Donc ça donne des débats singuliers. Non, mais c'est d'abord que c'est des super acteurs, c'est des acteurs qui viennent du film de l'univers de Solveig, et voilà. Et il y a Rufus qui est super. Il y a Rufus qui me fait un cadeau incroyable. Dans une des plus belles scènes du film, par ailleurs. Petite dernière, quand même le film, mine de rien, parle aussi quand même un tout petit peu des questions d'identité sexuelle qu'on se pose à ces âges-là, d'orientation sexuelle plutôt d'ailleurs. Parce que quand même, il y a en pendant le rapport à l'homosexualité, notamment dans la scène horrifique, mais qui passe par la question là de la prostitution et de l'argent facile. Et puis, de l'autre côté, pour le coup, un rapport gratuit et inattendu avec cette jeune fille dont je trouve l'actrice extraordinaire par ailleurs. Voilà. Comment est-ce que tu as construit ce questionnement-là? D'où il vient? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont tu l'as intégré? Puisque tu disais tout à l'heure que ton fil conducteur, c'était quand même d'abord la question économique, en fait. C'est-à-dire comment faire pour rembourser cette dette et permettre quand même, pour mettre en perspective la question de la dette de la télé cassée, le fait que le père puisse peut-être servir en salle, puisque c'est quand même aussi ça l'un des moteurs du récit. Est-ce qu'il va pouvoir apparaître au client et servir en salle? Alors, arrêter d'avoir froid. Et arrêter d'avoir froid à l'extérieur de ce restaurant. Devant son banc décalé. Après, je rebondis sur cette phrase tout d'un coup qui résonne dans ma tête, l'argent facile, mais je ne pense pas que ce soit de l'argent si facile que ça, finalement. Et c'est le pendant que prend Ibrahim et Achille aussi, c'est que pour moi c'est pas du tout facile, et c'est dans cet axe-là que les choses que j'ai voulu raconter ça. Mais après, il y a plein de choses qui m'échappent, c'est-à-dire que il y a eu l'opportunité pour Ibrahim de gagner de l'argent comme ça, et finalement il se rend compte que ce ne sera pas cette voie-là qu'il va prendre, pour des raisons qui lui appartiennent. Mais pourquoi c'est venu? Après, tout ça est très mystérieux. C'est comme un acteur à qui on demande comment il prépare un rôle. Il a beau nous raconter qu'il a fait du cheval et qu'il a fait ci, il y a un endroit qu'il ne faut pas essayer d'expliquer parce qu'il va être traducteur. Et c'est pareil pour l'histoire que je raconte. Je ne sais pas pourquoi Achille fait ce qu'il fait et pourquoi Ibrahim ne le fait pas. Alors moi, je vais te donner mon interprétation à la deuxième vision. Ouais, c'est pour ça que j'ai utilisé l'expression argent facile, et tu as raison, elle est fausse, parce qu'on voit à quel point c'est dur et qu'effectivement, il y a un moment où c'est juste pas possible, alors que ça paraît facile en un sens, sur un plan technique, quoi. J'entends de gagner un billet de plus en échange des tickets déchirés. Non, c'est que j'ai l'impression que cette question-là
de l'argent facile, mais aussi de tout ce qu'on cache dans nos vies, enfin, de ce que l'autre ne sait pas, celui qui est censé être le plus proche, le père ou le fils. En fait, finit par relier les personnages, et on le sent dans la scène du restaurant où il devient le serveur ou le serviteur de son propre fils, qui est une scène vraiment magnifique, celle où on voit Rufus. Parce que tout à coup émerge la question du rapport à la drogue de la mère, qui probablement est à l'origine de son décès, et du père. C'est quand même ce qui nous est dit dans cette scène. Et que du coup, ce qui fonctionne à cet endroit-là, et ce qui bouleverse pour moi, c'est le fait que ce qu'on découvre, c'est que chez chacun, il y a cette espèce de part d'ombre et de tentation pour une espèce de figure du mal ou de possibilité de dérive, qui peut être le fait de basculer dans la prostitution et dans une sexualité qui n'est pas vraiment la sienne pour l'un, qui pour l'autre a été d'être aspiré par la drogue jusqu'à la destruction de l'être aimé, enfin. Et qu'en fait, la vraie rencontre, elle se fait là-dessus. Elle se fait sur toutes ces choses qu'on cache et qu'on ne peut pas révéler à l'autre par les mots, puisque le film parle quand même énormément du non-dit, et que la force du film, c'est qu'évidemment le rapport père-fils repose sur le non-dit, mais qu'en fait le film aussi, d'une certaine façon, repose sur le non-dit, puisqu'on ne va pas nous expliquer que les personnages sont rapprochés par ces faces cachées et ces rapports-là à des expériences illégales ou... voilà. Et j'ai l'impression que le secret du film, enfin le point vers lequel le film converge, c'est cette espèce de double lecture sur le non-dit, qui finalement les rapproche par rapport à cette face sombre qui en fait les réunit, alors même que, évidemment, dans la dynamique du père, dans le discours du père, on était du côté de la réussite scolaire, du fait d'avoir en cet examen, au passage, salut à Marie Ducanto, qui est aussi très bien dans les scènes où elle apparaît. Voilà. Est-ce que tu as construit un peu le film par rapport à cette question-là, de ce qui se jouait sur ces expériences Oui, c'est ce qu'on veut raconter. C'est comment on se présente à l'autre, en fait. Et qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on cache qui est finalement la chose la plus frappante de ce qu'on voit de quelqu'un. Comment ce qui planque, c'est ce qu'on voit le plus rapidement et ce qui est le plus visible. Moi j'aime beaucoup, en termes de qualité, mais j'aime beaucoup quand Ibrahim dit qui il est, enfin, à Louisa, et qui est son père. Et j'aime aussi quand Ahmed dit à son fils qui il est et ce qu'il a fait. Et j'aime quand Achille dit qui il est et ce qu'il fait. Enfin voilà, c'est juste... et que c'est une grande comédie, une grande mascarade, tout le film, jusqu'à ces tout petits instants-là, où on joue à être qui on n'est pas, parce qu'on pense que c'est plus simple et que c'est mieux. Et voilà, c'est montrer beaucoup ça pour arriver juste à un endroit et dire en fait je suis ça, et en fait je suis ça, et en fait je suis ça. Mais je sais pas si je suis clair. Tu es prêt. Voilà. Allez, une question ou réaction au film. Oui. Bonsoir, j'ai 4 questions. Première, comment s'est faite la rencontre avec Philippe Rebond? Première question. Deuxième question. Bar du marché à Montreuil. C'est peut-être la vraie réponse. Deuxième question, combien de rush? Troisième question, combien de journées de tournage? Et quatrième, le prix du film. Philippe s'est rencontré sur l'effet aquatique, mais c'était déjà le sol des grands SPAC. Voilà. Ensuite, le tournage a duré 5 semaines. Ensuite, le nombre d'heures de rush, je ne me souviens plus. Je l'ai su, mais j'ai oublié. Et le film a coûté 1 million d'euros. Ce qui est rien. Ce qui est rien du tout. C'est quand même 1 million d'euros. Oui, dans l'absolu, c'est énorme, mais pour un budget de film, c'est vraiment très C'est vrai que c'est dans la basse moyenne de ce qui se fait actuellement. C'est bien, c'est le genre de film qui, à l'arrivée, peut devenir l'un des 5 plus rentables du cinéma français dans l'année 2020. J'y crois vraiment. Il y a un classement écran total tous les ans des films les plus rentables et qui, du coup, n'est pas le box-office officiel, mais qui est la mise en rapport entre les recettes salles et le coût réel de production des films. Croisé. Voilà. J'ai arrêté de pleurer, là, j'ai super ému. Hein.
très touchée par... J'entends. C'est pour tout le monde. Très touchée, extrêmement touchée par le personnage, tous les personnages. Et la manière dont c'est filmé, dont vous filmez. On est tellement proches, on a envie d'aider. Et j'étais pendant tout le film, j'étais là, mais bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire là pour les aider? On est vraiment pris. Hein. Vraiment, je vous remercie parce que c'est rare, une émotion comme ça. C'est vraiment rare. Et je sais pas, je trouve bien construit et on aura envie de savoir qu'est-ce qui se passe après. On a envie d'en savoir plus. On s'attache à vous, au personnage. Même l'apparition de Rufus, j'étais vraiment contente de le voir. Là, je dis, ah ouais, il a une bonne intention, c'est pas glauque comme l'autre, quoi. On a tellement besoin de gens comme ça, qui aident. On ne sait pas ce que ces jeunes y traversent quand on les a en face de soi. Et là, ça fait une révélation. On se dit, ok, la prochaine fois, je m'écraserai un peu quand je dis certaines choses à certains de mes élèves là-bas à Saint-Denis, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils traversent. On ne sait pas. Et ça me réconcilie avec ma compassion, parce qu'il s'agit de ça quand même. Et tout est tellement bien dosé. Je sais pas. Franchement, continuer, c'est bien. Non, franchement, je suis très, 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 très émue. Et vraiment, ce qui a été dit après, justement, j'en parlais avec mon ami, je disais, il y a de l'intuition, et c'est bien. Je me suis dit, ça, j'ai 4... On n'entend rien. Je me suis dit, il y a un fonctionnement avec l'intuition, et bon, ce que je dis. Voilà, et c'est bien, on est en phase. On n'a pas le droit au micro, en fait, c'est interdit dans les salles de cinéma désormais. On se sent à cause du Covid. On se sent ici. Alors, il faut un micro par spectateur, on n'a pas de budget. Alors, on se sent ici en phase, on se sent en phase et en communion, ensemble, parce qu'on a envie de pouvoir aider, comme vous avez fait ce film. Je trouve qu'il faudrait le montrer aux jeunes, je sais pas. On va. Ouais, organiser des séances avec... Bon, ça c'est ma partie professionnelle, mais vraiment, je me dis, il faut faire la promotion de ce film. Il est vraiment... Ça, c'est à vous de jouer aussi. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Non, longtemps en amont de la sortie, vous pouvez tout à fait en parler autour de vous, il sort le 9 décembre. Oui, absolument. Voilà, non, c'est nous, hein, vraiment. Et cet acteur, vraiment, ce jeune acteur, son visage, mais d'un bout à l'autre du film, comment il fait? Non, mais si on n'entend pas parler, il ne faut pas parler sur elle, hein. Excusez-moi. Non, mais comment il fait, ce jeune acteur? Il est, comment dire, la plastique de son visage, les émotions sont tellement intérieures. Comment il fait? Non, mais moi ça me questionne. Mais moi aussi. Moi aussi, j'ai été émue, et ce qui m'a le plus touchée dans le film, c'est justement ce qui bascule ou ce qui bascule pas quand un gamin fait une bêtise. Bon, je me suis sentie, enfin, je sais pas si tout le monde a fait des bêtises quand on était ado. Mais oui. Moi, j'en ai fait, mon fils en a fait, et on bascule ou pas en fonction d'une subtilité de la réaction du parent. Et j'ai trouvé que ça, c'était extraordinairement traité dans le film. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai une question sur ce film qui est qu'il y a une forme de justice assez implacable, les pauvres. Et du coup, le dentier m'interpelle parce que, a priori, ce vol de dentier va avoir des conséquences. Donc, c'est passé un peu sous silence, tout finit bien, presque une happy end pour donner un petit coup d'espoir, mais le coup du dentier, ça va leur retomber dessus. Voilà. Dans la logique du film, l'histoire, voilà, sur les poursuites qu'ils vont avoir. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je dis que le dentiste n'aura pas eu le courage. C'est Samir répondre. Non, mais c'est vrai, c'est juste ce que vous soulevez. C'est vrai que
D'abord, on les laisse à un moment où le père est au travail et où Ibrahim vient voir son père. Et ensuite, Ibrahim va voir Louisa et lui raconte qui il est. Et moi, je décide de finir le film, mais leur histoire va se poursuivre. Et c'est vrai que j'ai pas traité la suite parce que ça leur appartient et parce que ça vous a manqué? J'entends pas, pardon? Non, parce que je craignais le pire. Ah. Je pense que le père a compris pourquoi Ibrahim a fait ce qu'il a fait. À partir du moment où il a compris, les choses vont, j'espère, vont s'arranger, mais je ne sais pas. Bon, mon interprétation, parce que je suis peut-être optimiste, c'est le père est très intelligent quand même, très intelligent. Oui. Une relation à son fils tout à fait intéressante, et justement, les deux moments de vérité, que ce soit entre père et fils, de jeune avec la jeune fille, impeccable. Donc je pense qu'il va lui négocier avec le dentiste en expliquant la chose et demander un ajustement de la dette. Il vient changer de boulot, il est monté sur une marche supérieure. Il va avoir un meilleur salaire. Je pense que pour moi, c'est comme ça que je l'engage. Mais expliquez ça à madame. C'est fait. Bien sûr. J'étais très touché par le film qui a suscité, surtout à la fin, vraiment des émotions. Et la question, elle porte sur la colonne de la Bastille. Est-ce que vous avez pu rentrer à l'intérieur pour filmer ou alors c'est... On a tourné à l'intérieur, absolument. Et en haut également? En haut également. D'accord. Voilà. Et comment elle est arrivée, la jeune fille, à rentrer? Elle avait la clé? Elle a escaladé. En fait, je connais Samir pour avoir travaillé avec lui. Déjà, je suis directeur de production et c'est marrant parce que ça rejoint la même question par rapport à la colonne de la Bastille. Est-ce que c'est un clin d'œil à Cédric Clapiche? Non. Ou au cru de Solveig Ransbach. Non, parce que sur Chacun cherche son chat, il monte en haut du colonne de la Bastille, en fait. Et en fait, d'accord. Et c'est en 1995, et on n'avait plus le droit de monter dans cette colonne. Et ben voilà. Donc, bravo pour avoir obtenu l'autorisation. Non, mais oui, bien sûr. Après, tout a été fait en bonne et due forme. Mais non, je ne savais pas cette histoire. Et c'est pas un hommage. Avec Marilyn Canto qui tournait dans Chacun cherche. Ok. Voilà. Tu le savais pas? Non, je ne savais pas. Je l'apprends. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la musique? Parce que pour moi, c'est une des grandes réussites du film. On va finir là-dessus. Du choix, comme ça, d'une musique extrêmement légère, piano. J'ai eu la chance de rencontrer Raphaël Ellig. J'ai failli être pris de court parce que faire un film, j'ai découvert ce que ça pouvait être. Et il aurait fallu y penser avant à la musique, dès l'écriture ou même dès le montage. Mais moi, j'étais très à l'écoute enfin, comment dire, c'est que j'ai rien anticipé, malheureusement. Et du coup, à un moment, il a fallu vite trouver la musique. Et moi, le mot vite me va pas du tout parce que je sais pas faire. Que tu as mis 12 ans à passer du cours au monde, j'ai mis longtemps et j'ai écouté plein de musique, beaucoup, et à un moment, je rencontre Raphaël Ellig, qui un jour, j'espère, pourra vous témoigner de son histoire et son rapport à Ibrahim au film, et qui vivait quelque chose d'assez particulier avec son papa aussi. Et moi, j'avais envie de quelque chose d'extrêmement simple, de pur, pas des sons de santé, un vrai instrument, en l'occurrence du piano. Ça, je savais que c'était ça que je recherchais. Et Raphaël m'a proposé, il a vu le film, il a sorti le thème, et j'ai pas tergiversé. Voilà, mais c'est comme ma rencontre avec Abdelrani qui joue Ibrahim, c'est des rencontres à un moment.
Et à un moment, les rencontres, elles sont... C'est extrêmement chanceux, en fait. Voilà. J'ai eu la chance de rencontrer Raphaël, à qui le film parlait beaucoup, et sa musique l'a exprimé, et voilà, et je l'ai chopé, voilà. C'est aussi simple que ça. Et bien nous, on a eu la chance de faire la première projection publique française de Ibrahim. Et merci, Samir, merci.